Imaginez une femme si scandaleuse que lorsqu'on lui demandait combien de maris elle avait eu, elle répondait « Vous parlez des miens ou de ceux des autres femmes ?» Voici l'histoire de Peggy Guggenheim, une héritière millionnaire qui a défié toutes les règles de son époque et est devenue la femme la plus controversée et puissante du monde de l'art, issue d'une famille plus riche que les Rockefeller. Peggy ne s'est pas contentée d'être une simple héritière décorative. Au contraire, elle a créé des scandales épiques, vécu des romances légendaires avec certains des artistes les plus célèbres du monde, et révolutionné l'art moderne d'une manière qui continue d'impacter notre culture aujourd'hui. Sa vie fut une montagne russe de tragédies dévastatrices, de passions ardentes et de décisions si audacieuses qu'elle semble tirée d'une telenovela. De sa survie au naufrage du Titanic, qui a emporté son père, à son évasion des nazis avec une collection d'art inestimable, jusqu'à la transformation de son palais vénitien en le salon le plus exclusif d'Europe, Peggy a vécu plus d'aventures en une seule vie que la plupart d'entre nous n'en vivraient en 10. Préparez-vous à découvrir la femme qui a dit « J'ai vécu ma vie exactement comme je le voulais, sans jamais compromettre mes principes », et qui a tenu cette promesse de la manière la plus spectaculaire possible. Margaretha Peggy Guggenheim est née en août 1898 dans l'un des hôtels les plus luxueux de New York. Fille de deux dynasties si puissantes qu'elles contrôlèrent presque l'économie américaine. Son père, Benjamin Guggenheim, était l'héritier d'un empire minier qui avait fait fortune dans l'argent, le cuivre et le plomb. Sa mère, Florette Seligman, venait d'une famille de banquiers qui avait fondé le célèbre Temple Emmanuel de New York. Imaginez grandir avec les Rockefeller comme voisins et la veuve du président Grant vivant à côté de votre maison. C'était la réalité de Peggy, mais derrière tout ce luxe se cachait une famille totalement dysfonctionnelle qui marquerait sa personnalité à jamais. Son père était un coureur de jupons invétéré qui vivait pratiquement avec ses maîtresses, tandis que sa mère était froide et émotionnellement distante. Les trois sœurs Guggenheim furent élevées par une série de gouvernantes sadiques qui les traitaient avec cruauté. Dans cet environnement toxique, Peggy développa une personnalité précoce et sans filtre. Une nuit, lors d'un dîner familial, la petite Peggy dit directement à son père « Papa, tu dois avoir une maîtresse parce que tu n'es jamais à la maison. » 2 mois plus tard, alors que Peggy n'avait que 12 ans, Benjamin partit en France pour affaires, mais en réalité, pour vivre ouvertement avec ses maîtresses européennes. La sœur cadette de Peggy, Hazel, manquait désespérément de son père et le supplia de revenir pour son anniversaire. Benjamin accepta et réserva une place sur le bateau le plus luxueux du monde, le Titanic. La nuit du naufrage, Benjamin Guggenheim devint une légende pour son comportement héroïque. Il aida des femmes et des enfants à monter dans les canots de sauvetage et, dans ses derniers instants, revêtit son costume de soirée le plus élégant. Selon les témoignages, il dit à son valet « Nous sommes habillés de nos plus beaux atours et prêts à sombrer comme des gentlemen. » Son corps ne fut jamais retrouvé, mais son comportement courageux durant la tragédie devint une partie de la légende du Titanic. Cependant, pour la famille Guggenheim, cette perte fut dévastatrice et les traumatisa à jamais. Dans un acte de cruauté inimaginable, Florette rendit Hazel responsable de la mort de son père, lui disant que si elle n'avait pas insisté pour qu'il revienne, il serait encore en vie. Cette culpabilité détruisit Hazel, dont la vie fut plus tard marquée par d'autres tragédies, y compris la mort de ses 2 enfants dans un accident. Peggy ne se remit jamais émotionnellement de la mort de son père. « Mon enfance fut excessivement malheureuse. Je n'ai aucun souvenir agréable d'aucune sorte, » se rappellerait-elle des années plus tard. Cette perte précoce et traumatique la transforma en une femme qui chercherait amour et validation toute sa vie, souvent dans les endroits les plus inappropriés. À 21 ans, Peggy hérita de $450 000
une somme considérable pour l'époque, mais dérisoire par rapport aux fortunes des autres membres de la famille Guggenheim. Cette différence la fit se sentir comme une Guggenheim de seconde classe, alimentant sa rébellion contre les attentes familiales. Pour aggraver les choses, Peggy avait d'énormes complexes à propos de son apparence. Elle trouvait que son nez ressemblait à une grosse pomme de terre et subit une rhinoplastie à une époque où la chirurgie plastique en était à ses débuts. L'opération fut un désastre, ce qui accentua ses insécurités concernant son visage. Mais ces complexes ne l'empêchèrent pas de chercher des aventures romantiques avec une intensité qui scandaliserait même les normes actuelles. Au lieu de vivre comme une héritière typique, Peggy prit un emploi dans une librairie d'avant-garde, où elle rencontra F.S.G. Fitzgerald et Alfred Stieglitz. Stieglitz l'introduisit à l'art moderne et au travail de sa femme, Georgia O'Keeffe, plantant les graines de ce qui deviendrait son obsession de toujours. Fascinée par le style de vie bohème, qui représentait tout l'opposé de son éducation privilégiée mais vide, Peggy s'installa à Paris, où elle se plongea dans le monde des artistes et écrivains d'avant-garde, comme Brancusi, Djuna Barnes et Marcel Duchamp. Au cours de ses voyages en Europe pour explorer l'art classique et renaissant, Peggy découvrit les fresques érotiques de Pompéi, montrant des personnes dans de multiples positions intimes. Dans son autobiographie, elle admit sans honte que ces découvertes éveillèrent de sa curiosité et qu'elle voulait tout essayer. Cette franchise sexuelle, révolutionnaire pour une femme de son époque et de sa classe sociale, devint l'une de ses caractéristiques les plus notoires. Bientôt, Peggy se retrouva dans les bras de l'un de ses premiers amours sérieux, Lawrence Vail, un artiste et écrivain respecté, surnommé le roi de la bohème. Leur première rencontre fut aussi spontanée que sa personnalité. Lorsque Vail lui rendit visite chez elle pendant l'absence de sa mère, il laissa entendre ses intentions romantiques. À sa grande surprise, Peggy accepta immédiatement, mais Vail, étonné par son enthousiasme, suggéra qu'il serait plus prudent de se retrouver à son hôtel. Avec la spontanéité caractéristique qui définirait toute sa vie, Peggy mit son chapeau et répondit avec détermination dans les yeux « Et si c'était maintenant ?» Ils se marièrent en 1922, et leur mariage donna naissance à 2 enfants, Sinbad et Peggy. Cependant, ce mariage engendra un abus systématique et une misère émotionnelle qui révélèrent le côté le plus sombre de la vie bohème que Peggy admirait tant. Privée d'affection, Peggy recherchait l'amour auprès de son mari, mais celui-ci répondait par de la violence physique et psychologique. Lorsqu'elle lui désobéissait, Vail lui piétinait l'estomac, lui plongeait la tête sous l'eau courante, ou lui étalait de la confiture dans les cheveux comme une punition humiliante. Comme si les abus physiques ne suffisaient pas, Vail écrivit un roman intitulé « Murder, Murder », où il dressa un portrait à peine déguisé et extrêmement défavorable de Peggy. Il la décrivit à travers le personnage d'une riche américaine nommée Annabella, présentée comme égocentrique, superficielle et manipulatrice, utilisant sa richesse pour contrôler ceux qui l'entouraient. Peggy toléra tous ces abus, mais ce qu'elle ne put supporter fut l'infidélité. Lorsqu'elle découvrit que Vail avait une liaison avec la romancière Kay Boyle, elle mit rapidement fin à leur mariage. Dans la bataille pour la garde, elle conserva Peggy, tandis que Lawrence obtint la garde de Sinbad. Tristement, Peggy se montra peu maternelle envers sa propre fille. Lors d'une occasion, elle dit cruellement à Peggy « Je t'échangerai contre un Picasso ». Cette phrase révélait comment son obsession pour l'art éclipsait parfois ses liens familiaux les plus importants. Après son divorce de Vail, Peggy rencontra l'écrivain et critique britannique John Holmes lors d'une visite à des amis. Le jour de leur rencontre, Holmes l'emmena dans une tour et l'embrassa, un moment que Peggy décrirait plus tard comme étant à l'origine de tout ce qui suivit. Mais comme son mariage précédent, sa relation avec Holmes devint abusive, de manière encore plus troublante.
Holmes la forçait à se tenir nue devant des fenêtres ouvertes en plein hiver, lui jetait du whisky dans les yeux et menaçait de lui frapper le visage pour que personne d'autre ne la désire jamais. Cependant, elle fut bientôt libérée de ce cauchemar, bien que de la manière la plus inattendue. Holmes avait subi une blessure en montant à cheval et nécessitait une opération simple et routinière. Mais le jour de l'opération, il mourut subitement d'une crise cardiaque, laissant Peggy dévastée mais libre. Après 2 relations désastreuses, Peggy choisit de naviguer sur le chemin libérateur, mais traître des liaisons sans engagement. Son appétit charnel était vorace, motivé par un besoin émotionnel profond et un désir sans limite qui scandalisa même ses contemporains bohèmes. La légende murmure que Peggy Guggenheim aurait eu 3000 amants au cours de sa vie. Lorsqu'on lui demandait combien de maris elle avait eu, elle répondait avec esprit « Vous parlez des miens ou de ceux des autres femmes ?» Après la mort de John Holmes, elle emménagea rapidement avec Douglas Garman, directeur d'une maison d'édition que John et elle avaient rencontré. Garman était profondément impliqué dans les cercles politiques de gauche, en particulier communistes et marxistes. Il rejoignit le Parti communiste de Grande-Bretagne et encouragea Peggy à faire de même, ce qu'elle fit, désireuse de lui plaire. Cependant, au lieu de rester à ses côtés, Garman devint conférencier itinérant, laissant Peggy seule. Les tensions s'accrurent et finalement, Garman tomba amoureux d'une autre femme du Parti communiste et partit vivre avec elle, abandonnant Peggy une fois de plus. À ce stade, Peggy réalisa qu'elle devait trouver un but et une occupation, n'ayant été qu'une épouse pendant les 15 dernières années. Refusant de sombrer dans le désespoir, ses amis lui suggérèrent d'ouvrir sa propre galerie d'art. Embrassant cette nouvelle direction, Peggy s'installa à Londres et ouvrit sa première galerie, qui débuta avec une exposition des œuvres de l'artiste français Jean Cocteau. La galerie de Peggy devint un phare de l'art moderne, accueillant des expositions impressionnantes, incluant des travaux de Henry Moore, Pablo Picasso et d'autres maîtres contemporains. À peu près à la même époque, Peggy entama une liaison avec Samuel Beckett, lauréat du prix Nobel et dramaturge irlandais. Ils se rencontrèrent à Paris, lors d'un dîner organisé par James Joyce. Beckett raccompagna Peggy à son appartement, mais au lieu de partir, il s'allongea sur son canapé et lui demanda de le rejoindre. Les techniques de séduction directe de Beckett menèrent rapidement à une liaison passionnée. Bien qu'il fût financièrement ruiné, Beckett aimait conduire les voitures de sport de Peggy. L'une des anecdotes les plus marquantes de leur temps ensemble fut leur retraite indulgente de 4 jours dans une chambre d'hôtel, ne se levant que pour commander le service d'étage. Bien qu'ils aient apprécié leur temps ensemble, comme pour toutes les relations de Peggy, leur romance s'estompa rapidement lorsqu'ils réalisèrent que leurs objectifs de vie étaient incompatibles. Alors que le continent se dirigeait vers la Seconde Guerre mondiale, Peggy continua d'enrichir sa collection avec une détermination inébranlable. Elle fit la promesse d'acheter un tableau par jour, acquérant des œuvres de grands noms comme Picasso, Dali et Braque, devenant ainsi la reine bohème du monde artistique européen. Lors d'une visite à l'atelier de Picasso pour acheter une peinture, elle fut accueillie avec dédain. Picasso la congédia avec un commentaire méprisant. « Madame, le rayon des sous-vêtements se trouve au 2e étage. » Sans se décourager, Peggy poursuivit sa mission jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus ignorer les nuages menaçants de la guerre. Elle admit sa défaite seulement une semaine avant que la France ne fasse de même, réalisant que son nom juif proéminent faisait d'elle une cible privilégiée. À contre-cœur, elle rentra aux États-Unis. Elle fit de grands efforts pour sauver ses peintures, car le gouvernement allemand considérait l'art moderne comme dégénéré. Avant de partir, elle demanda aux administrateurs du Louvre de protéger ses précieuses peintures. Ils refusèrent, rejetant l'art moderne comme indigne de leur espace. Sans se décourager,
Elle stocka sa collection dans une grange appartenant à un ami dans la campagne de Vichy, un sanctuaire improvisé pour ses trésors, qui sauverait finalement certaines des œuvres d'art les plus importantes du XXe siècle. À 45 ans, Peggy retourna aux États-Unis avec un entourage éclectique. Son ex-mari, la future ex-épouse de celui-ci, leurs 2 enfants, et le peintre Max Ernst. Malgré le tumulte et l'incertitude, l'esprit indomptable de Peggy et son amour pour l'art continuèrent de guider son chemin. À peine arrivée à New York, elle ouvrit une autre galerie qui connut un succès retentissant et consolida son statut de l'une des figures les plus influentes du monde de l'art contemporain. Son influence et sa collection aidèrent New York à surpasser Paris comme capitale de l'art moderne. À 42 ans, Peggy épousa Max Ernst. En réfléchissant à son mariage, elle commenta « Je ne savais pas si j'étais misérable, parce qu'il allait m'épouser ou pour une autre raison. » Un ancien amant plaisanta en disant que « on dit qu'il est le 3812e consort de Peggy. » Leur relation était peu conventionnelle, Ernst portant parfois les vêtements de Peggy, démontrant la nature expérimentale et libre de leur lien romantique. Continuant son fervent soutien aux arts, Peggy organisa une exposition révolutionnaire appelée 31 Women, la première exposition d'art exclusivement féminine en Amérique. C'est à travers cet effort qu'Ernst rencontra Dorothea Tanning, une autre artiste surréaliste. Ils tombèrent amoureux et Ernst quitta Peggy pour elle. Durant cette période tumultueuse, Peggy découvrit le peintre Jackson Pollock, qui travaillait comme charpentier dans le musée de son oncle. Malgré son admiration pour son talent, Pollock ne devint pas l'un de ses amants, déclarant famously « Il faudrait lui mettre une serviette sur la tête pour que je le fasse ». Après la guerre, Peggy était déterminée à quitter les États-Unis à nouveau et acheta un palais du XVIIIe siècle le long du Grand Canal à Venise. Elle y vécut dans une splendeur entourée de ses chefs-d'œuvre et accompagnée de ses chiens bien-aimés, souvent entre 10 et 15 à la fois. Elle dormait dans un lit en argent, créé par Alexander Calder, un témoignage de son goût éclectique et de sa passion pour l'art, qui s'étendait jusqu'aux détails les plus intimes de sa vie personnelle. 3 après-midi par semaine, Peggy ouvrait sa maison au public, permettant aux visiteurs de déambuler dans sa demeure et d'admirer les peintures qui ornèrent même les murs de la salle de bain. Pendant ce temps, elle prenait le soleil sur la terrasse, incarnant l'essence véritable de l'élégance bohème. Elle organisait des fêtes qui attiraient des invités illustres comme Yoko Ono, Tennessee Williams et Truman Capote. Ses nombreux amants incluaient des gondoliers et des pilotes de course, ces derniers étant ses favoris particuliers, prouvant que son goût pour les hommes restait aussi éclectique que sa collection d'art. La tragédie frappa durement lorsque sa fille, Peggy, une peintre alcoolique et dépressive, se donna la mort, laissant derrière elle 4 enfants. Peggy fut informée de sa mort par télégramme et ne s'en remit jamais. « Nous étions comme 2 sœurs, des amies », se rappela-t-elle. Sa mort m'a laissé complètement en faillite émotionnelle. En hommage à sa fille, Peggy transforma une pièce de son palais pour n'exposer que les peintures de Peggy, créant un mémorial permanent à son talent perdu. Peggy Guggenheim, souvent qualifiée de Médicis de l'art moderne, passa ses dernières années sans autre compagnie que ses 14 chiens. On pouvait la voir naviguer sur le canal dans sa gondole, la dernière de la ville appartenant à un particulier. Elle réfléchit un jour avec mélancolie. « J'aime flotter, je ne peux penser à rien d'aussi agréable depuis que j'ai renoncé au sexe. » Ou plutôt, ajouta-t-elle, « c'est lui qui a renoncé à moi. » Peggy mourut d'un accident vasculaire cérébral en 1979. Elle ordonna que ses cendres soient enterrées dans un coin du jardin de son palais, près du lieu de repos de ses chiens bien-aimés, s'assurant que son héritage et son amour pour l'art restaient à jamais entrelacés avec sa demeure vénitienne. Dans le dernier chapitre de sa vie extraordinaire, Peggy Guggenheim resta un phare d'innovation artistique et de liberté personnelle.
Elle affronta ses tragédies avec résilience, célébra l'amour sous toutes ses formes et transforma le monde de l'art avec sa vision inébranlable. Son héritage, tissé des fils de la passion, du scandale et de l'indépendance indomptable, continue d'inspirer. Comme elle l'a déclaré elle-même, « J'ai vécu ma vie exactement comme je le voulais. J'ai essayé de ne jamais me compromettre. » L'histoire de Peggy Guggenheim nous enseigne qu'une vie vécue sans compromis, avec toute sa beauté et ses tragédies, peut être la forme la plus puissante d'immortalité. Sa collection attire encore des millions de visiteurs à Venise. Son palais reste l'un des musées les plus visités au monde. Et son histoire continue d'inspirer ceux qui osent de vivre selon leurs propres termes. À une époque où les femmes avaient peu d'options au-delà du mariage et de la maternité, Peggy Guggenheim s'est réinventée en tant que collectionneuse, mécène, galeriste et force révolutionnaire, qui a changé à jamais la manière dont nous voyons et valorisons l'art moderne. Sa vie scandaleuse est devenue son chef-d'œuvre le plus grandiose, une démonstration vivante que l'authenticité, aussi controversée soit-elle, triomphe toujours de la conformité.